Salam alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais terminer la solution de la série d'exercice numéro 3 d'analyse en donnant la solution des exercices 5, 6 et 7. Voici les énoncés de ces exercices. L'énoncé de l'exercice numéro 5, l'énoncé de l'exercice numéro 6, ici il s'agit de développement limité, et également dans l'exercice 7 des développements limités de calcul de limites en utilisant les développements limités. Nous allons faire cet exercice numéro 5 où nous devons montrer des égalités. Alors la méthode est très simple, ça veut dire que vous voulez montrer qu'une fonction est constante sur un intervalle. Bon, on va considérer l'intervalle ouvert, on la dérive cette fonction, je l'appelle f de x. Je trouve la dérivée nulle, donc elle est constante. Et je calcule cette constante en cherchant une valeur au milieu. F, par exemple 0 ici, f de 0 va nous donner la constante. Très bien, allons-y. F de x est égal à cette valeur. Je la pose comme ça. Puisque le arc sinus et le arc cosinus sont continus sur moins 1, cette fonction f est continue aussi. Et puisqu'ils sont dérivables sur moins 1, 1 ouvert, ce sont des rappels que nous avons déjà vus, alors la fonction sera dérivable sur moins 1, 1. Et la dérivée en un point x, ce sera la dérivée de arc sin, c'est ça, moins, plus la dérivée de arc cos, qui est l'opposé de la dérivée de arc sin. Donc, ça donne 0, la somme. Par conséquent, f est constante sur moins 1 ouvert. Je rappelle que le théorème qui dit ici f' de x égale 0, quel que soit x appartenant à i, alors f égale constante, s'applique sur des intervalles ouverts. Donc, on l'a appliqué dans cet intervalle moins 1, 1. Et f est constante, je prends la valeur d'un point qui est au milieu, ou pas forcément au milieu, qui est dans l'intervalle. Par exemple, 0. Alors, f de 0 égale pi sur 2. Pourquoi? Parce que arc sinus de 0, c'est 0. Et arc cosinus de pi sur 2, pardon, arc cosinus de 0, c'est pi sur 2. Pourquoi? Parce que le cosinus de pi sur 2 égale à 0 et pi sur 2 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, fermé. Ça, c'est la définition de arc cosinus. Si vous vous rappelez de ce que j'ai rappelé dans un exercice. Cet exercice, il est peut-être dans cette série d'exercices. Alors, je vais voir, est-ce qu'il est là? Oui, lorsqu'on a fait l'exercice 3, j'ai fait le rappel sur l'arc sinus et l'arc cosinus. Donc, vous n'avez qu'à regarder la deuxième partie de la série numéro 3, la correction de deuxième partie, pour voir ces rappels. On ne peut pas les rappeler à chaque fois. Bien. Alors donc, l'arc cosinus de pi sur 2, de 0, pardon, l'arc sinus de 0 égale pi sur 2. Donc, arc sinus de 0, 0, arc cosinus de 0, pi sur 2, donc la somme 0 plus pi sur 2, c'est f de 0. Et par conséquent, f de x égale à, puisqu'elle est constante, elle est égale à f de 0. Mais puisque f est continue, elle va être également égale à cette constante sur les extrémités, par la continuité. En effet, par exemple, au point 1, puisque f est continue sur moins 1, 1, f de 1, c'est la limite de f de x à gauche de 1. Mais à gauche de 1, on vient de voir que la fonction égale à pi sur 2. Donc la limite sera pi sur 2. C'est la même chose au point moins 1, mais vous considérez la limite à droite. La limite de f de x constante égale à pi sur 2 sera pi sur 2. Et donc on a bien f de moins 1, f de 1 égale à pi sur 2, d'où la relation que l'on cherche, qui est demandée dans l'exercice. Troisième, plutôt la deuxième, c'est celle-ci. Hein. Donc on va considérer cette fonction, mais dans l'intervalle 0,1, où elle est définie. En effet,
arc sinus x est défini sur 0,1, il est défini sur moins 1 fermé. Mais lorsque vous mettez un moins x2, et quand x parcourt 0,1, un moins x2, qu'est-ce qu'il parcourt? Il parcourt 0,1 également. Et donc, c'est défini. Alors, pour la dérivabilité, attention. Si vous mettez x égale 0, vous trouvez arc sinus de 1 au point 1. On n'a pas la dérivabilité au point 1. Donc, cette fonction, elle est dérivable sur les extrémités et sur l'intérieur, c'est-à-dire 0 ouvert, 1 ouvert. Ça, il faut faire attention à ça. La fonction f de x n'est pas dérivable sur moins 1, 1. Au point 0, elle n'est pas dérivable. Mais ce qui nous intéresse, simplement la dérivabilité dans l'intervalle ouvert. C'est là où on va appliquer le théorème. Quel théorème? F' de x égale 0 sur un intervalle ouvert, alors elle est constante. Alors, arc sinus et arc sinus de racine de 1 moins x2 comme fonction composée sont continues sur 0,1 mais dérivables sur l'intervalle ouvert. Je viens de dire qu'on n'a pas la dérivabilité en 0. Eh bien, calculons la dérivée. Pour arc sinus, c'est clair, on l'a déjà vu. C'est ça. Pour celle-ci, c'est une fonction composée. Donc, on dérive ce qui est à l'intérieur. On applique à cette fonction-là. J'appelle, si vous voulez, arc sinus de h de x. Donc, ce h de x, sa dérivée, c'est ça. Et puis, la dérivée de arc sinus en ce h de x. Donc, 1 sur racine de 1 moins h de x au carré. C'est-à-dire, le carré de la racine, ça donne ceci. Alors, vous simplifiez 1 moins 1, il disparaît, vous aurez moins x2, c'est x2. Racine de x2, c'est valeur absolue de x. Et ici, en simplifiant, alors ce x sur racine de x, il va s'en aller parce que x est positif sur l'intervalle 0,1. Le 2 va s'en aller avec lui-même, il va rester moins 1 sur racine de 1 moins x2 qui disparaît avec 1 sur racine de 1 moins x2. Donc, en fait, on trouve cette quantité moins elle-même, donc ça donne 0. La dérivée est nulle sur tout l'intervalle 0, 1 ouvert. Et donc, la fonction est constante. Alors, je choisis un élément dans l'intervalle 0, 1 ouvert. Ce que je prends, c'est 1 sur racine de 2, qui vaut racine de 2 sur 2. Pourquoi? Parce que je sais que le sinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2, et pi sur 4 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, l'arc sinus de racine de 2 sur 2 va être pi sur 4. Et ici, si vous calculez la racine de 1 moins x2 pour x égale racine de 2 sur 2, vous trouvez également pi sur 4. Donc, en fait, on a ici arc sinus de pi sur 4 plus arc sinus de pi sur 4. C'est-à-dire, pardon, arc sinus de racine de 2 plus arc sinus de racine de 2. Et ça va faire 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 4. Voilà. L'arc sinus de racine de 2 sur 2. Donc pi sur 4, l'arc sinus de racine de 1 moins racine de 2 sur 2, ce sera l'arc sinus de racine de 2 également, donc pi sur 4, la somme vaut pi sur 2. F, or f est continu, comme on l'a fait tout à l'heure, si une fonction est continue, constante sur un intervalle ouvert, si elle est continue sur tout l'intervalle fermé, elle va valoir la même chose sur les extrémités. Et donc pi sur 2 sur tout l'intervalle 0. Dernier exercice, dernière question dans cet exercice, un petit peu comme ici, mais avec l'arc tangente, mais attention, arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x, sur l'intervalle 0 plus l'infini. R plus étoile, c'est 0 plus l'infini. Donc ça tombe bien, ici on n'a pas à voir sur les extrémités, donc sur l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Bon, alors, on prend cette fonction, arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x, et on va on va la dériver. Regardons ça. Cette fonction, d'abord, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Pas de problème pour 1 sur x. Sur 0 plus l'infini, on peut inverser. Et c'est une fonction composée donc de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, donc elle va être dérivable. N'oubliez pas que lorsque x parcourt 0 plus l'infini, 1 sur x parcourt l'intervalle 0 plus l'infini, et donc là, ici, la dérivabilité est assurée par la dérivabilité des fonctions composées. Et quand on calcule la dérivée, également, nous avons la dérivée d'une fonction composée. Donc, dériver ce qui est à l'intérieur 1 sur x,
que multiplier la dérivée en ce point 1 sur x. Donc, arc tangente, quand je la dérive, c'est 1 sur 1 plus x2, mais au point, ce point-là, ce sera 1 sur 1 plus 1 sur x2. Vous multipliez par x2, et vous trouvez en numérateur et dénominateur, et vous trouvez 1 plus 1 sur 1 plus x2 plus, moins lui-même, moins 1 sur 1 plus x2, et ça donne 0. La dérivée est nulle sur cet intervalle ouvert, et par conséquent, f est constante sur 0 plus l'infini, et je prends un élément ici pour lui appliquer f de x est égal l'image d'un point dans cet intervalle, par exemple le point 1, parce que c'est plus simple. Arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Arc tangente de 1 sur 1, c'est arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Alors, vous allez dire, pourquoi arc tangente de 1 égale à pi sur 4? Eh bien, regardez la définition de l'arc tangente, parce que tangente de pi sur 4 est égal à 1, racine de 2 sur racine de 2, et pi sur 4 est comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà donc pour cet exercice 5, nous allons maintenant aborder les développements limités dans l'exercice numéro 6. Bien, alors, déterminer les développements limités de certaines fonctions ici qui sont des fonctions usuelles. Attention, ce genre de questions arrive à chaque fois à l'examen lorsque vous avez un exercice sur les développements limités. On vous donne des fonctions usuelles que l'on utilise et qui sont connues et qui sont données dans le cours, à l'aide desquelles vous allez, avec lesquelles vous allez pouvoir calculer le développement limité d'une fonction un peu plus compliquée, fonction composée, genre fraction ou exponentielle, etc., etc. Et à l'aide de ce développement, on fabrique une limite que vous allez chercher. C'est ça le principe. En fait, c'est apprendre les développements limités. Alors, je sais que c'est le premier exercice que vous abordez sur ce thème, développement limité, qui est aussi une théorie nouvelle pour les nouveaux bacheliers, pour les nouveaux étudiants à la fac. Donc, ce sont des gens qui ont eu leur bac juste l'année dernière. Et donc, ce sont des nouveaux bacheliers en fait. Mais c'est aussi de nouveaux étudiants à la faculté. Alors donc, les rappels, il n'y a rien à faire. Il faut soit les comprendre et bien les donner, ou bien les apprendre. Alors, par exemple, je vais vous donner des indications. Lorsque vous avez une fonction impaire, dans son développement, il n'y a que des puissances impaires. Lorsque vous avez une fonction paire comme cosinus x, il n'y a que des puissances paires. E de x, son développement est très simple, vous allez voir, et log de 1 moins x, on peut le trouver grâce à la dérivation, à l'intégration. Alors, regardons d'abord pour sinus x. Son développement, c'est comme ça. X moins x3 sur 3 sur 6 plus x3 epsilon de x. Alors, dans un développement, il y a deux parties. La partie polynomiale, c'est-à-dire un polynôme, et la partie reste. Le reste s'exprime toujours sous la forme x à la puissance lord, qui est demandée, ici c'est lord 3, que multiplie une fonction qui tend vers 0. Alors, vous remarquez que toutes les fonctions qui tendent vers 0 dans les développements, on les appelle epsilon de x. Évidemment, on ne peut pas à chaque fois leur donner un nom, sinon même l'alphabet va s'épuiser. Ou bien si on met epsilon de 1, epsilon de 2, epsilon de 3, etc., on ne va pas s'en sortir. On va peut-être arriver à epsilon 33 et ça fait pas très joli à voir. Donc, on a l'habitude de noter simplement epsilon de x qui est une fonction qui tend vers 0. J'ai dit une fonction, j'ai pas dit la fonction. Une fonction qui tend vers 0, on va la nommer comme ça. Bien. On peut, dans certains cas, trouver cette fonction. Exactement qu'est-ce que c'est. Et dans certains cas, on peut ne pas le savoir, mais simplement on sait qu'elle existe. Alors, le développement de sinus, alors je vais vous faire montrer comment il se calcule. Alors, donc, dans le développement de sinus x, c'est une somme des termes de ce type-là. Alors, pour n égale 0, vous aurez ici
x à la puissance 1. C'est x sur 1 factoriel, donc x sur 1. Et moins 1 à la puissance paire, donc c'est 1. Le premier terme, c'est x. Pour n égale 1, ça donne x à la puissance 3. 2 fois 1 plus 1, c'est 3. Sur la même chose, 3 factoriel. Donc ce sera x3 sur 3 factoriel. Mais moins 1 à la puissance 1, donc c'est moins. Alors pour n égale, si on veut continuer, ici, rappelez-vous, dans l'exercice, on nous demande l'ordre 3. Donc on doit s'arrêter là et ajouter le reste x3 epsilon de x. Mais si je veux par exemple continuer, ce sera plus x5 sur 5, moins x7 sur 7 factoriel, etc., etc. Avec une alternance des signes plus, moins, plus, et alors le prochain sera moins x7 sur 7 factoriel, etc. Alors, puisqu'on nous demande l'ordre 3, on s'arrête là. C'est ça sera la partie polynomiale. Alors, et ceci, on va l'effacer. Et j'ajoute le reste, tout simplement. Le reste. Pardon, je dois écrire donc plus x3 epsilon de x. Et j'ai le développement limité que je cherche. Donc, je reviens. J'ai expliqué. Alors, si vous voulez le développement de cosinus x, il suffit de dériver la partie polynomiale. Ça, on ne le dérive pas. Juste, on va rajouter un reste. Alors, si je dérive, je trouve la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ça sera moins x2 sur 2. Et puis, j'ajoute le reste d'ordre 3. Alors, vous allez me dire, et le coefficient d'ordre 3? Je vous dis que cosinus de x, elle est paire, donc il n'y a pas de puissance 3. Il y a 0x3. Vous ajoutez juste le reste, ce que vous avez dérivé ici. Voilà le développement à l'ordre 3 de cosinus x. Mais attention, si on vous demande l'ordre 3 de cosinus x et vous mettez x2 epsilon de x, la réponse est fausse. Parce que un développement à l'ordre 3 doit se terminer par un reste d'ordre 3 du type x3 epsilon de x. Également, et ça malheureusement, les étudiants le font à l'examen, on leur demande un développement limité et ils me disent, ils écrivent, c'est pas pour moi simplement parce que je corrige les copies. Alors, ils écrivent cosinus x égale 1 moins x2 sur 2 et ils s'arrêtent. Ça, c'est pas vrai. On ne peut pas avoir un cosinus égal à un polynôme. Même si c'est dans un voisinage très proche de 0, mais il faut toujours, pour un développement limité, c'est toujours, il faut écrire le reste. Si vous n'écrivez pas le reste, c'est faux. Alors ici, même si vous voyez un degré 2, en fait, il y a plus 0x3 qui n'apparaît pas parce que 0 est nul. Bon, voilà pour cosinus. Alors pour l'exponentielle, c'est la somme des expressions du type xn sur n factoriel. En commençant par n égale 0, ça donne 1. X puissance 1 sur 1 factoriel, c'est x. x2 sur 2 factoriel, x3 sur 3 factoriel, etc. Donc, alors 3, il n'y a pas de problème, c'est ça. Alors maintenant, pour pour log de 1 plus x. Alors, on va expliquer comment on obtient le développement de log de 1 plus x. Alors, on développe 1 sur 1 plus x. Son développement est très simple. Je ne vais pas le démontrer ici, mais je vais vous expliquer comment on fait pour... Alors, donc, je vais effacer tout ça. Si je veux démontrer exactement le développement de 1 sur x, je peux utiliser juste l'écriture d'une somme des termes d'une suite géométrique. Alors, mais je veux vous donner le résultat. 1 sur 1 sur x est égal à... Qu'est-ce qu'on veut? 1 sur 1 plus x. Donc, oui, alors ça c'est plus simple. Pourquoi? Parce que tous les coefficients sont égaux à n'importe quel ordre. Tous les coefficients sont égaux à 1.
voyez, pour ce développement. Donc, si on me demande le développement à l'ordre n, ce sera ceci. Voilà le développement à l'ordre n. Et si on me demande le développement cette fois-ci de 1 sur 1 plus x, alors il suffit de remplacer x par moins x pour avoir moins x égale s. Alors donc, je remplace dans ce développement que vous voyez dans la première ligne, x par 1 moins x. Donc ce sera 1 moins x. Alors pour le deuxième terme, la puissance 2, moins x au carré. Moins x au carré, c'est x2. Donc vous voyez, si la puissance est paire, ce sera plus xn. Et si la puissance est impaire, ce sera moins xn. En fait, on peut résumer ça en disant moins 1 à la puissance n, xn, plus xn, epsilon de x. Dans ce qui nous intéresse, c'est à l'ordre 3. Non, pour log de 1 plus x. Donc, pour 1 sur 1 plus x, je me contente de l'ordre 2. Donc, 1 sur 1 plus x à l'ordre 2 sera donc 1 moins x plus x2 plus xn epsilon de x. Je n'ai pas donné la démonstration, mais on peut le faire grâce aux séries géométriques, aux suites géométriques. Maintenant, si vous voulez le développement de log, il suffit d'intégrer ceci, puisque log, c'est la primitive de log de 1 plus x. Évidemment, là où c'est défini, voisinage de entre moins 1 ouvert jusqu'à plus l'infini. Vous intégrez la primitive de 1, c'est x. Moins x sera moins x2 sur 2. Moins x2 sur 2. Voilà, je m'excuse, pas très joli à voir. Donc, voilà. Et je vais corriger ça. Oh, avec le stylo, ça n'est pas bien. Voilà, donc moins x2 sur 2, la primitive de moins x. Voilà. Et la primitive de x2, c'est plus x3 sur 3. Je dois écrire à l'ordre 2. À l'ordre 2, pourquoi j'ai xn? Donc à l'ordre 2, je dois juste écrire 2, n égale 2. Ici donc c'est 2. C'est 2. Voilà. Et j'écris le reste ici. Alors pour lorsque j'ai intégré le reste. Mais il ne faut pas oublier une chose, j'ai laissé ça à la dernière étape. Quand vous intégrez, il y a toujours la constante d'intégration que vous devez mettre ici. Et cette constante, c'est la valeur de la fonction au point 0. La valeur au point 0, c'est log de 1, c'est 0. Donc, ici, c'est 0 en fait. Pas la peine de l'écrire, 0 plus. La constante d'intégration, n'oubliez pas ça. Donc, j'efface ça. Voilà le développement. Regardons, est-ce que c'est bien ça ce qui est... Voilà, et exactement, le développement. Alors maintenant, pour développer, pour avoir le développement de log de 1 moins x, remplacez ici x par moins x. Et alors, vous voyez ici, ça ne change pas. Ici, ce sera un moins. Toutes les puissances impaires vont donner un signe moins pour le coefficient. Et donc, on aura le développement de log de 1 moins x ici. Alors, ce préambule, cette première question, est donné en fait pour faire la deuxième question. Voilà, la deuxième question. Regardons qu'est-ce que c'est que la deuxième question. La deuxième question.
Alors, déterminer le développement au voisinage de 0, alors 3 de la fonction f de x égale cosinus x puissance sinus x. Bien. Alors, pour faire cette question, on va procéder par étapes. Alors d'abord, nous allons chercher le développement de sinus x log de cosinus x. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, sinus de x, je l'ai. Il est là. Donc ici, c'est une fonction composée et produit. Les développements limités aussi, on compose et on multiplie les développements limités. Donc le développement de sinus, je l'écris là. Logarithme de 1 moins x, je l'ai. Mais là, je veux logarithme de cosinus x, vaut ça. Donc en fait, j'ai ici log de 1 moins quelque chose que je peux appeler ceci. Ceci égale à u, une variable u. Et je lui applique ce développement en remplaçant x par u. Très bien. Donc, premier terme qui apparaît, c'est moins x2 sur 2. Le deuxième qui apparaît, moins u2 sur 2. Ce sera un x4. Mais moi, je cherche un développement à l'ordre 3. Donc, tout ce qui est x4, x5, etc., les puissances supérieures strictement à 3, je les amasse dans ce reste, si je peux m'exprimer comme ça. Je les mets dans le reste. Donc, je me contente simplement. Donc, c'est juste moins u qui me donne ça. Et les autres opérations avec u vont donner des puissances supérieures. Et donc, je les mets ici dans le reste. Très bien. Voilà. Alors, multiplions maintenant, toujours avec la même règle. Vous cherchez l'ordre 3, tout ce qui est supérieur à la puissance 3 strictement, vous le mettez dans le reste. Donc le premier terme, en multipliant x par moins x2 sur 2, ça donne moins x3 sur 2. D'accord? Le deuxième terme, quand on veut un développement d'un produit, on multiplie la partie polynomiale par la partie polynomiale. Donc la première opération, c'est ça, qui a donné moins x3 sur 2. Et la deuxième, ce serait celle-là. Mais c'est un x5 fois un coefficient. Donc je le mets dans le reste. Et finalement, ça donne que ça. C'est pas rien. Parce que ici, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a. Mais vous vous contentez de savoir un développement à l'ordre 3. Très bien. Alors maintenant, cosinus de sinus x, d'après la définition, c'est l'exponentielle de sinus x fois log de cosinus x. Et ça, je viens de calculer son développement. Donc, j'ai à calculer le développement de l'exponentielle de cette expression. Comme tout à l'heure, donc ici, je vais considérer cet élément que je peux appeler V, si vous voulez. Hein? V. Et je vais trouver le développement de cette expression en remplaçant ce V dans le développement de l'exponentielle, qui est là. Donc, ce sera 1 plus V, plus V2 sur 2, plus V3 sur 6, où V, c'est la partie polynomiale que j'ai désignée. Le reste, on va le mettre, qui va contenir toutes les puissances supérieures à 3. Alors, 1 plus V, moins x3 sur 3. Et V2, ça donne déjà un x6. Donc, je mets tout dans le reste. Pas la peine de chercher V2. V2, c'est un x6. Pas la peine de chercher V3 sur un x9. Donc, le développement, c'est juste ça. Et c'est la réponse à la question. Voilà le développement. Alors, maintenant, dans la dernière question, on vous demande de chercher la limite de cette expression. Vous avez ce développement, vous l'écrivez. Voilà. Vous enlevez 1, alors ce 1 va disparaître avec ce 1. Et il va rester cette expression sur x3. Vous pouvez factoriser x3 et simplifier par x3, donc vous trouvez ceci. Et la limite de moins 1,5 plus epsilon de x, c'est quoi epsilon de x? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une fonction qui tend vers 0. Donc, vous trouvez égal à moins 1,5. Alors, il nous restait cet exercice numéro 7 sur les développements limités. Je rappelle qu'on a déjà fait l'exercice 6 sur les développements limités et nous avons vu le développement de sinus x
Nous l'avons expliqué largement comment on trouve le développement et nous avons vu que les termes du développement du sinus x sont tous sous la forme x moins une puissance x à la puissance n impair sur n factoriel. Plus précisément, nous avons vu ceci. Alors, nous avons expliqué d'une manière générale que si une fonction est dérivable n-1 fois au voisinage de 0 et admet la dérivée n-ième au point 0, on peut écrire son développement sous cette forme. Vous voyez, les coefficients sont déterminés d'une manière unique. Pour une fonction qui admet suffisamment de dérivées jusqu'à l'ordre n, voilà le développement. Alors, en particulier pour sinus, si vous calculez la dérivée de sinus, et là, ça, je vous demande de le faire comme exercice, un exercice d'analyse. D'ailleurs, je me demande si en analyse, vous avez étudié les dérivées n-ième. Alors, dans ce cas-là, on peut vous demander de démontrer par récurrence cette relation. Alors, je vous invite à faire cet exercice. Par récurrence, on démontre que la dérivée n-ième de x, c'est sinus x plus n pi sur 2, quel que soit n appartenant à n. En particulier pour n égale 1, la dérivée de sinus, c'est quoi? C'est cosinus. Mais cosinus de x, c'est aussi sinus de x plus pi sur 2. Alors, d'une manière générale, la dérivée n-ième, c'est ça, sa formule. Alors, pour n pair, vous remplacez ici x par 0 et n pair de la forme de k. Qu'est-ce que ça vous donne? La dérivée n-ième en 0. Alors, sinus de 0 plus n pi sur 2, mais remplacez n par 2k, vous trouvez donc sinus de kpi. Et sinus de kpi égale 0 par cette formule. Cette formule aussi, alors, on ne peut pas faire la démonstration de toutes les formules, c'est une formule qui se démontre par récurrence. En particulier, si vous mettez x égale 0, vous trouvez sinus de kpi égale sinus de 0 fois moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire sinus de 0 égale 0. Donc, ainsi, pour n pair, la dérivée n-ième est nulle. Et donc, vous n'aurez pas de puissance paire ici. Alors, ici, j'ai oublié de mettre le x au carré. X au carré, bien sûr. Plus, etc. Donc, pour n pair, et d'ailleurs, quand une fonction est impaire, dans son développement limité, n'apparaissent que des puissances impaires. Alors, venons-en justement si n est impair. Donc, il s'exprime de la forme 2k plus 1. Vous remplacez ici x par 0 et n par 2k plus 1. Alors, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne la dérivée n-ième au point 0, c'est sinus n pi sur 2, puisque le x est 0. Et vous remplacez n par 2k plus 1, et vous multipliez par pi sur 2, vous trouvez ceci. Pi sur 2 plus kpi. Et d'après cette formule, en prenant x égale pi sur 2, donc ce sera moins à la puissance k sinus de pi sur 2. Et sinus de pi sur 2 égale 1. Donc on trouve moins à la puissance k. Si bien que donc les dérivées n-ième au point 0, si n s'exprime de la forme de k plus 1, la dérivée sera moins à la puissance k. Et vous remplacez dans cette formule, et vous trouvez donc x. Alors, par exemple, ici, 3. 3, c'est 2 fois 1 plus 1. 2 fois 1 plus 1. Donc, ici, moins 1 à la puissance 1. 5, c'est 2 fois 2 plus 1. Donc, ici, on doit avoir moins 1 à la puissance 2. Donc, c'est plus. Et ainsi de suite, il y a une alternance du signe plus, moins, plus, etc. Et à l'ordre, je ne vais pas m'arrêter à n quelconque, soit n pair ou impair. N pair, c'est une dérivée n-ième nulle, donc on s'arrête à un n impair, donc 2k plus 1 ici, donc par conséquent la dérivée, si n est égal à 2k plus 1, la dérivée n-ième au point 0 de sinus, c'est moins 1 à la puissance k, et donc on a l'écriture du terme d'ordre n, et puis le reste, il n'y a pas de problème, vous mettez la même puissance, multipliée par une fonction qui tend vers 0. Voilà, d'une manière générale, le développement de sinus x. Alors, si on vous le demande à l'ordre 5, vous allez vous arrêter ici, et vous mettez plus x5 epsilon de x. Voilà, c'est ce que nous avons donné dans la solution de cette première question.
de l'exercice 7, puisqu'on vous demande le développement limité au point 0 à l'ordre 5 de la fonction sinus. Donc, j'ai répété un petit la démonstration que nous avons faite il y a quelques jours justement pour l'exercice 6. Donc, voilà le résultat. Alors, vous n'avez plus qu'à calculer 3 factoriels, c'est 6, 5 factoriels, c'est 100. Alors, la deuxième question, on vous demande le développement à l'ordre 4 de 1 sur 1 plus x au carré. Alors, ce développement, on l'a étudié, lui aussi, ce développement, le développement de 1 sur 1 plus x. Alors, donc, le développement de 1 sur 1 plus x, nous l'avons vu aussi, nous l'avons expliqué. Alors, ici, on nous demande le développement de 1 sur 1 plus x au carré. Alors, on va voir comment on va l'obtenir. Vous vous rappelez de cette démonstration, donc à partir de la somme des termes de la suite géométrique, la suite géométrique 1 plus x au carré jusqu'à plus xn, nous avons obtenu ce développement. Donc le développement à l'ordre 2 de 1 sur 1 plus x, à l'ordre 2, c'est ça, 1 plus x2, vous arrêtez là, vous mettez n égale 2, donc vous mettez x2, epsilon de x égale 1 sur 1 moins x. Je répète, le développement à l'ordre 2, sa partie polynomiale, c'est juste ça. Vous voyez? Revenons à notre démonstration. 1 moins x plus x2. Plus x2 epsilon de x. Alors ça, c'est le développement de 1 sur 1 plus x. Je m'excuse, là, c'est le développement de 1 sur 1 moins x. Mais si vous voulez celui de 1 sur 1 plus x, il suffit de remplacer x par moins x pour que vous ayez 1 sur 1 plus x est égal, alors je peux l'écrire même tout de suite, donc alors on peut l'écrire 1 sur 1 plus x. Donc je remplace x par moins x, donc ce sera 1. Je remplace x par moins x, c'est moins x. Et ici, moins x au carré, c'est la même chose, c'est x au carré. Et voilà, j'ajoute le reste d'ordre 2, donc plus x2. Epsilon de x. Epsilon de x. Voilà le développement à l'ordre de 1 sur 1 plus x déduit de développement de 1 sur 1 moins x. Je vous ai dit que ce développement, c'est la base presque de tous les développements. À partir de ça, on peut déduire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut déduire de ce développement. Voilà. Alors, je reviens maintenant à la solution. À l'ordre 2, on l'a expliqué. Maintenant, si vous voulez le développement de 1 sur 1 plus x au carré, remplacez x par x au carré. Donc, vous aurez à la place de x, x au carré, et à la place de x2, x4. Et ici, x4 epsilon de x. Voilà le développement à l'ordre 4 de 1 sur 1 plus x2, qui est une fonction paire. Donc, vous voyez que des puissances paires. Alors maintenant, on sait que arctangente, c'est la primitive de 1 sur 1 plus x au carré. Donc, son développement s'obtient si on peut s'exprimer comme ça, en primitivant la partie polynomiale du développement de 1 sur 1 plus x2. Alors, si je prends la primitive de 1, c'est x, la primitive de moins x2, c'est moins x3 sur 3, et la primitive de x4, c'est x5 sur 5. Mais rappelez-vous qu'à chaque fois que vous prenez une primitive, n'oubliez pas la constante. Et la constante, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est la valeur constante, c'est-à-dire l'image par la fonction que l'on développe. Ici, c'est arctangente, donc ce sera arctangente de 0.
On l'a dit tout à l'heure, si une fonction est dérivable suffisamment, son développement commence par f de 0. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons fait que des développements au voisinage de 0. Alors, on va expliquer dans une séance prochaine comment on trouve le développement au voisinage d'un point quelconque. D'ailleurs, je vais vous donner un exercice pour le faire, pas maintenant, mais je vais vous le donner dans une vidéo prochaine, comment faire un exercice sur le développement d'une fonction au voisinage d'un point autre que 0. Donc, l'arc tangente de 0, c'est ça la constante par laquelle on commence. Et comme elle est nulle, arc tangente de 0 égale 0, donc le développement, c'est juste cette partie polynomiale qui provient de la primitive de ce polynôme, et le reste, à l'ordre 5, vous ajoutez x5 epsilon de x. Voilà le développement de arc tangente. Question suivante. Déterminer le développement de ce quotient. Alors, vous voyez, arc tangente, on l'a, sinus, on l'a, on enlève le x. Elles commencent toutes les deux par x. Donc, qu'est-ce qui nous reste dans ce développement? Arc tangente x moins x, donc ce sera ceci, moins x3 sur 3 plus x5 sur 5 plus x5 epsilon de x. Et sinus x moins x va commencer par moins x3 sur 6 plus x5 sur 120 plus x5. Et après simplification de x3 qui vous voyez ici dans le numérateur et dénominateur, vous allez trouver ce développement. Ce n'est pas par hasard qu'on vous a demandé à l'ordre 5. Parce que lorsqu'on fait arc tangente de x moins x, nous trouvons cette simplification. Et après simplification, on a l'ordre 2. Imaginez que nous n'avons pas cherché un développement à l'ordre 5. Par exemple, à l'ordre 3. Alors, qu'est-ce qu'on aurait trouvé? On aurait trouvé ici simplement moins un tiers comme élément dans la partie polynomiale sur moins 1 sur 6. Et ça, ce n'est pas suffisant pour trouver un ordre 2 pour la fonction. Donc, on était obligé d'aller jusqu'à l'ordre 5 pour pouvoir, après simplification, trouver quelque chose qui nous donne l'ordre 2. Et ça, c'est très important. Dans les développements, les divisions peuvent poser parfois des problèmes et vous devez prendre un ordre suffisamment grand pour que, après simplification, vous ayez le développement à l'ordre adéquat. Si on vous demande l'ordre 2, vous devez avoir dans la division ordre 2 sur ordre 2 et qui commence par une constante. Très important. S'il ne commence pas par une constante, vous pouvez factoriser et puis faire la division euclidienne. Mais l'ordre 2 est essentiel ici, numérateur et dénominateur, pour pouvoir développer cette fraction. Et d'ailleurs, il ne reste plus. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Comment on a obtenu ça? On a factorisé moins un tiers au numérateur. Donc ça reste ceci ce qu'il y a. Voilà ce qui reste après factorisation. Et dans le dénominateur, nous avons factorisé moins un sixième. Voilà ce qui reste dans le dénominateur. Et moins un tiers divisé par moins un sixième que nous avons mis à gauche va donner 2. Moins un tiers divisé par moins un sixième, c'est 2. Et voilà donc le 2. Alors maintenant, nous allons faire la division euclidienne de ce polynôme par ce polynôme. Donc ici, c'est 1, ce polynôme de degré 2 sur ce polynôme de degré 2 pour trouver le résultat. Le résultat que nous aurons trouvé, nous allons le multiplier par 2. Alors, voyons comment on fait cette division euclidienne. Voilà, donc nous avons 1 moins 3 sur 5x2 divisé par 1 moins 1 sur 1, moins 1 moins 1 sur 20x2. Et n'oubliez pas que nous cherchons en développement l'ordre 2. Dès qu'on trouve l'ordre 2, on s'arrête. Même s'il y a des choses à écrire pour le reste, on ne va pas s'intéresser à ça. Alors, pour diviser ce polynôme par ce polynôme, tous les deux commencent par 1. S'ils ne commencent pas par 1, vous pouvez factoriser, par exemple, ce qui est important, c'est ça qui doit commencer par 1. Vous pouvez factoriser une constante pour que vous ayez le polynôme sur lequel vous divisez commence par 1.
Donc, pour avoir 1, je dois multiplier 1 par 1, et ça donne 1. Donc, je multiplie tout. Voilà ce que je trouve. Je fais la soustraction, 1 moins 1, c'est 0. Et puis, ce terme-là, moins, alors, ce terme-là, moins 3 cinquièmes x2, plus 1 sur 20e x2. Plus, moins. Donc, voilà, je fais moins 3 cinquièmes plus 1 sur 20e, plus 1 vingtième x2. Je fais l'addition de ces deux fractions en réduisant même le dénominateur qui est 20. Donc, ce sera moins 12 sur 20. Moins 12 plus 1, ça fait moins 11 sur 20 x2. Et je continue la division. Pour avoir ce terme, je dois mettre moins 11 sur 20 x2. Et voilà, je m'arrête. Je ne vais pas écrire le reste. Ça y est, j'ai trouvé la partie polynomiale à l'ordre 2. Je m'arrête là. Voilà, donc je reviens à ma démonstration. Donc, cette division me donne, qu'est-ce qu'on a dit? 1 moins 11 sur 20. On la multiplie par 2 et ça devient 2 moins 11 sur 10 x2. Voilà le résultat final, la réponse à l'exercice. Alors, si vous voulez faire la division euclidienne autrement, bien que cette division me paraît beaucoup plus simple, il y a une autre méthode pour le faire. La voici, je vous la donne. Il y a une autre méthode pour le faire. Je crois que c'est ça. Voilà. Alors, rappelez-vous, nous avons ceci à diviser. Donc, pour faire la division euclidienne de ça par ça, je peux procéder autrement. Je peux dire que cette fraction, c'est ce développement multiplié par l'inverse. L'inverse. Alors, on a ici un moins u, qui tend vers 0 lui aussi, quand x tend vers 0. Donc, on va utiliser ce développement que nous avons vu tout à l'heure, mais à l'ordre 1. Parce que nous avons ici un x2. L'ordre 1 nous donnera l'ordre 2. Donc, ceci se transforme en numérateur par 1 sur 1 plus 20 x2. Par la règle 1 sur 1 moins u, c'est 1 plus u plus les restes. Les restes, on les met à côté ici. Donc là, je dois mettre x2. J'ai oublié. Mettre x2. x2. y de x. Voilà. Donc, cette division par 1 sur 1 moins 20 x2, j'ai écrit ça. 1 sur ce polynôme, je l'écris. Et puis, je fais la multiplication. Donc, voilà, cette méthode me paraît peut-être beaucoup plus longue. Alors, on multiplie. 1 d'abord. 1 par 1. C'est 1. 1 fois x2 sur 20. Le voilà. x2 sur 20. Et puis, ce terme, je le multiplie par là et par là. C'est deux multiplications par 1 et par celui-ci. Donc, alors, par 1, ça donne moins 3 sur 5 x2, et cette flèche, ça donne un x4. C'est beaucoup plus que l'ordre que je veux. Alors, qu'est-ce que je fais de ce x4 multiplié par moins 3 sur 20 fois 5? Je le mets dans le reste. Les x4, etc., se mettent dans le reste. Voilà ce que je garde. N'est-ce pas? Donc, je garde tout ça simplement, et je fais la somme. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. Rappelez-vous, moins 3 cinquièmes plus 1 sur 20, ça m'a donné moins 11 sur 20, x2. Et voilà, on retrouve le même de deux manières. Alors, il nous reste à multiplier par 2 pour trouver 2 moins 11 sur 10. Donc, on a expliqué de deux manières différentes comment on obtient le résultat final pour la question, c'est-à-dire le développement de k de x à l'ordre 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À la prochaine.